Et j'accueille tout de suite en même temps sur le plateau Ludovic Saint-Beauzel et Nicolas Coffer avec son petit robot Zora. Est-ce qu'ils sont par là, Ludovic Saint-Beauzel et Nicolas Coffer? Alors je reconnais, parce que je l'ai déjà accueilli dans une de mes émissions, j'ai déjà accueilli Paro et j'ai déjà accueilli Zora. Alors Paro, c'est le petit phoque. Hein, on ne le voit peut-être pas très bien, mais je vais le prendre dans mes bras parce que j'adore le prendre dans mes bras. C'est une peluche, il est attachant. Oui, alors ce qui est un peu compliqué, c'est qu'à chaque fois, pour l'allumer, il faut lui mettre le doigt là où il ne faut pas. Hein, vous avez vu, on l'allume par ici. Donc Paro, c'est le petit phoque. J'ai Ludovic qui me rejoint, c'est ça, entrez, allez-y sur le plateau. Et puis Zora, ici, c'est le robot. Alors ensemble tous les trois, on va essayer de voir ce que le télésuivi, la domotique, les objets connectés, la robotique, les outils, on va essayer de voir ce que ces outils vont nous apporter, vont nous permettre de faire pour vivre mieux et plus longtemps. Ludovic Saint-Beauzel, vous êtes maître de conférence en robotique à Sorbonne Université. C'est vous qui allez commencer, hein? Alors, vous n'avez pas 15 minutes, hein, parce que là, on est deux, alors il va falloir partager. Hein. Allez, on y va. Je ferai la police du temps. Allez-y. D'accord. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, donc je suis maître de conférence en robotique, c'est-à-dire que ma recherche, c'est sur la robotique, et les prémices de mes recherches, c'était développer des technologies pour l'assistance à la marche et au lever. Donc, je ne sais pas si on peut faire des slides. Oui, alors juste, j'étais à la régie, les vidéos ont l'air de ne pas passer, donc je vais à un moment vous décrire des vidéos. Ce sera un petit peu plus ludique si c'est moi qui bouge, mais sur une table c'est difficile, mais juste pour vous expliquer. Juste pour vous donner un peu le contexte, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Sorbonne Université. Et dans cet institut, on a une équipe qui travaille sur tout ce qui est robotique médicale. Et donc cette équipe qui travaille sur la robotique médicale, elle se focalise pas que sur le vieillissement, elle s'intéresse aussi à la robotique chirurgicale, à l'assistance au geste. Notre philosophie fondamentale, c'est de se dire que la technologie n'est pas là, elle ne vise pas une pathologie ou autre, c'est que toutes ces technologies-là auront besoin d'améliorer la personne, et on peut l'améliorer en rendant une personne experte encore plus experte, ça c'est pour les chirurgiens, ou on peut améliorer les personnes qui ont un petit peu de pathologie ou qui ont quelques difficultés à devenir meilleurs, à revenir vers des situations qu'ils préfèrent dans leur quotidien et dans leur autonomie. Donc là, les quelques exemples que je vous affiche, on voit un certain nombre de choses, donc je vais... voilà, juste pour parler de ce qui se fait principalement qui peut vous intéresser, c'est plutôt, intéresser notre débat, c'est tout ce qu'on a développé ou ce qu'on est en train de développer sur l'assistance à la mobilité à l'ISIR. Donc en fait, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, dans notre laboratoire, on s'intéresse aux technologies qui peuvent assister à la mobilité. Ça a commencé par les walkers, on appelle ça, c'est-à-dire les déambulateurs robotisés. Et puis ça a évolué vers l'idée de développer des cannes robotisées ou de développer des exosquelettes. Donc là, je vais un peu plus vous expliquer ce que moi j'ai fait principalement. Et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la déambulation robotisée. Et cette déambulation, l'avantage, c'est que comme c'est la plus ancienne dans notre laboratoire, c'est aussi celle qui est en phase de maturation, c'est-à-dire qu'une entreprise est en train de se développer, portée par Vivienne Pasqui. Pour ceux qui travaillent dans ce domaine, ils l'ont peut-être déjà rencontré. Et qui s'appelle Gema Life, pour votre information. Donc juste pour dire, globalement, les grandes questions qui se posent derrière l'assistance à la mobilité, c'est comment la technologie va intégrer le comportement de la personne, la comprendre et comment elle va permettre, et quel va être le geste qui est le plus pertinent pour que son quotidien s'améliore, pour que sa mobilité, ses activités du quotidien soient meilleures. Donc c'est là où normalement on voit une vidéo pour vous montrer un exemple d'application. La raison, donc la photo à droite, en fait, c'est une personne âgée qui a eu des syndromes post-chute. Et donc cette vidéo montre normalement que cette personne met à peu près 30 secondes à 1 minute à arriver à quitter sa chaise et à attraper son déambulateur. Et ça, c'est un souci pour les personnels soignants et pour l'assistance à ces personnes, parce que s'il n'y a pas un déambulateur ou si elles ont légèrement peur du déambulateur devant elles,
elles peuvent ne jamais se lever pendant plusieurs heures, et dans des services qui sont déjà débordés de tous les services à rendre, elles peuvent se retrouver maltraitées, on va dire, parce qu'elles n'arrivent pas à se lever. Donc un médecin, Pierre Rumeau, est venu nous voir en disant « Est-ce que ça, la technologie que vous connaissez, est capable de faire ça ?» Donc, on a travaillé avec lui et puis on a été capable de développer. Donc on a analysé à quoi ressemblait le mouvement, on a développé des technologies basées sur les mesures au poignet et les mesures de la posture de la personne pour essayer de détecter quelles étaient les intentions de la personne pour se lever, parce que l'idée c'est que le système ne parte pas avant nous, donc qu'ils ne se mettent pas à bouger avant qu'on ait commencé à se déplacer. Et donc, on a développé un robot. Alors, j'espère que ce n'est pas que des vidéos. J'espère qu'on va avoir des bouts de robots. Donc, on a développé, à partir de ces analyses, on a développé une technologie. Donc, on a développé un objet mécanique qu'on est allé ensuite tester en hôpital ou avec les partenaires. On a fait un certain nombre d'évaluations précliniques. On a démontré l'intérêt et l'apport de la mesure et de la détection d'intention. Typiquement, on a travaillé avec des personnes avec des... Donc nous, on va... Ah oui, j'ai oublié de faire cette petite introduction. J'ai entendu beaucoup, dans la session d'avant, on parlait du vieillissement, on va dire, actif. Ça veut dire qu'il me reste combien de temps? Pas beaucoup. Pas beaucoup, ok. Donc je voulais juste préciser que, évidemment, je suis un peu ingénieur comme vision des choses. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est des déficits fonctionnels. Donc je parle peut-être pas de tout le vieillissement dont vous voulez parler, et quelque part je ne regarde qu'une toute petite partie de ce que c'est que le vieillissement. Et donc dans ces déficits, donc on a montré typiquement que si on fait des choses extrêmement bien au niveau ergonomie, c'est-à-dire on est capable de détecter sans avoir besoin de rajouter un écran, de rajouter un visuel, mais juste dans l'interface, le système comprend et ils se comprennent mutuellement. Alors, on arrive à aider des personnes qui ont des niveaux cognitifs très faibles, des MMC faibles. Donc, ça veut dire qu'ils ne comprendraient pas forcément toutes les consignes, mais l'utilisation de notre système était faisable. Et les deux derniers résultats que je voulais vous montrer rapidement, et je vais arriver à mes conclusions, comme ça je vais essayer de garder mon temps, mais comme je n'ai pas de vidéo, je peux juste vous dire, c'est super, croyez-moi, je montrerai les vidéos à tous ceux qui veulent après. On a fait des expérimentations où on a démontré qu'on pouvait assister les personnes à se lever. Je dirais que la conclusion, c'est que qui peut le plus peut le moins. Le meilleur résultat qu'on a, c'est que si on combine une mesure de la posture et une mesure des efforts, c'est les meilleurs résultats. Mais ça a aussi amené à mes sujets de recherche parallèles qui sont, en fait, détecter l'intention, comprendre ce que la machine amène à la personne et inversement sont des vrais problèmes. Et sont des choses qu'il faut qu'on étudie beaucoup plus fondamentalement, c'est-à-dire revenir sur déjà, ça veut dire quoi si le robot avance, recule, que comprend la personne et que comprend le robot quand la personne pousse ou tire sur le robot. Donc ça, c'est un point. La deuxième série de résultats, c'est qu'on est capable de faire des systèmes qui sont complètement, juste en mesurant, en ayant une caméra qui regarde les pieds, qui sont capables de complètement assister, suivre une personne. Donc la vidéo devrait montrer quelqu'un qui marche et le robot reste devant tout le temps. Et donc ça, c'est aussi un espoir, un résultat très encourageant, parce que ça veut dire que demain, ces systèmes-là, on n'aura plus du tout le besoin du poids ou de tenir ou de pousser. Le système reste là et ne vient que si on a un besoin d'assistance. Donc ça peut être des soutiens et des combinaisons et des opportunités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une entreprise qui mature sur ces technos-là. Et donc en conclusion, toutes ces recherches sont encore dans des phases expérimentales en hôpital, même s'il y a une maturation d'un certain nombre de technologies. Ce qui va nous intéresser, c'est que ces technologies soient testées, soient fonctionnelles pour voir un peu les effets sur le long terme. On révèle quand même quelques questions sociétales, de modèles économiques qui sont, je vais vous rendre la main dans 2 secondes, 2 phrases. Donc on me dit, juste pour finir, évidemment ces technos vont évoluer vers les exosquelettes, même si c'est rajouter beaucoup de complexité, donc je tiens à vous alerter. Je ne crois pas qu'on aura des exosquelettes qui nous aideront à marcher dans les 5 prochaines années. Ne croyez pas trop les commerciaux qui vous le disent. Je dirais la dernière évolution principale aussi à réfléchir, et je veux bien l'aborder aussi, c'est que tous ces systèmes-là ont besoin d'un modèle économique pour devenir quelque chose d'utilisable. Et ça, c'est encore une vraie question. Comment le fait qu'on amène une nouvelle solution qui se met à la frontière entre le fauteuil roulant et le fauteuil tel qu'on le connaît et le déambulateur, une version robotisée peut devenir quelque chose
financés, d'accompagnés par le système de santé. Voilà, juste pour élargir un peu la question. Il y a encore effectivement beaucoup de chemin à faire. Restez avec nous. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il va falloir... vous pouvez l'applaudir. Merci. Parce qu'en plus, ces recherches vont nous changer la vie. Ce que je retiens, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec les robots et que les robots sont en train d'apprendre à vivre avec nous. Vous l'avez dit, le robot, il interprète aussi ce que les gens pensent qu'il va faire. Alors justement, apprendre à vivre avec les robots, voilà. C'est Zora et c'est Paro. Bonjour à tous. Donc, ça peut être un peu surprenant au départ quand on voit un robot humanoïde à ma droite et un robot phoque à ma gauche. En fait, le sujet de réflexion, quand je me suis lancé... Non. Quand je me suis lancé, c'était de savoir comment on peut apporter des nouvelles technologies au sein des établissements du médico-social et du sanitaire, et aussi comment on peut aider des gens qui, tous les jours, se battent pour le bien-être de leurs résidents. Et en fait, il existe beaucoup de sociétés qui développent aujourd'hui des nouvelles technologies qui sont des outils mis à la disposition des équipes de soignants et qui demandent qu'une chose, c'est à être connus et à les aider au quotidien. Les aider comment ? En gagnant du temps, en gagnant de la pertinence. Et donc voilà, en fait, si vous utilisez un produit comme le phoque Paro, en fait, c'est un robot. C'est tout simplement qui a la forme d'un bébé phoque, tout simplement parce que lorsque vous le présentez à des personnes avec un stade, qui sont à un stade de maladie neurodégénérative à un stade sévère, il n'y a pas de réminiscence. Je ne connais pas, dites-moi dans la salle, qui s'est déjà fait mordre par un bébé phoque. Je pense personne. Et donc, en fait, il y a un algorithme qui permet justement, il va s'adapter et va stimuler les personnes à qui on le présente. Après, le point qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours dans le respect de la personne. C'est-à-dire qu'on leur propose cet outil, ils l'acceptent ou pas, ça dépend aussi de leur humeur. Il y en a qui n'aiment pas les animaux. Et ensuite, on ne va surtout pas vers l'infantilisation. On leur dit c'est un robot qui vient vous visiter. Et alors là, il se passe des choses magiques. C'est-à-dire que vous avez des gens apathiques qui se remettent à discuter. Vous avez des gens qui stressent, qui sont anxieux, qui arrivent à retrouver le calme. Du coup, on va s'en servir en intermédiation pour discuter avec des gens. On va s'en servir en solution non médicamenteuse pour les troubles du comportement. Et on va s'en servir aussi pour les soins douloureux. Voilà. Et un robot Zora humanoïde, c'est un petit robot, 58 cm, donc qui est capable de chanter, qui est capable de danser, qui va faire de la gymnastique, qui va faire de la rééducation. Il fait plein de choses. Si vous voulez, vous viendrez tout à l'heure, il vous fera une séance de flamenco, c'est assez ahurissant. Mais l'intérêt de ce type de produit, au départ, on se dit, oh, un robot, pourquoi ? Tout simplement, c'est que les résidents sont très attachés aux nouvelles technologies. Pour eux, ça leur apporte quelque chose, on prend en compte leur intérêt. Et la deuxième chose, c'est que ça reste un outil pour les soignants. Et ça, c'est très important. Ça n'ira jamais remplacer un soignant. Au contraire, ça va valoriser son travail au quotidien. Et moi, je l'ai utilisé dans un PASA. Les personnes, et il y avait des gens qui étaient assez atteints. Donc, on les a fait faire de la gymnastique, on les a fait danser, on les a fait chanter. Et en fait, à la fin, ils ont remercié l'animateur. Ils ont remercié l'animateur d'avoir préparé ça. Voilà. Donc en fait, ces outils-là, ils font rien sans nous, et avec nous, ils feront tout. Voilà. C'est-à-dire que l'aidant va utiliser, ça va rester un outil mis à la disposition des soignants qui leur permet de gagner du temps. Et finalement, voilà, l'objectif, c'est la prévention de la perte d'autonomie, c'est le bien-être, c'est la bonne santé des résidents. Voilà, si je peux résumer en fait comment on peut intégrer ces nouvelles technologies dans les résidences pour personnes âgées, dans le handicap. Alors ceux qui veulent effectivement découvrir Zora, prendre dans les bras le petit phoque Paro, vous avez un stand à côté. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que, en fait, comme je disais tout à l'heure, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec les robots. Mais de votre expérience en EHPAD, les gens spontanément, ça c'est une idée reçue, on dit bon, les nouvelles technologies, c'est pas pour les vieux. Non, les gens spontanément vont vers ces nouvelles technologies et ça pose aucun problème.
C'est incroyable. C'est souvent spontanément les gens disent c'est pour les enfants. Non, les personnes âgées en fait sont beaucoup plus réceptives. En fait, ce sont des personnes qui ont vu toutes les technologies, toutes les évolutions technologiques. Donc c'est quelque chose qui leur fait pas peur. Et au contraire, il y a une sorte de fascination et une acceptabilité qui est assez incroyable sur les nouvelles technologies. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Je nuancerai. Je vais un tout petit peu moduler. Tout à fait. Et je pense qu'il y a une légère différence. Alors, moi, j'ai surtout découvert qu'il fallait pas être qu'un ingénieur, il fallait trouver un designer qui savait faire des choses ergonomiques et jolies et qui ne faisait pas peur. Parce que j'ai eu l'expérience d'avoir un robot qui était fait par moi, donc avec des fils qui passaient partout, testé par des personnes âgées, et en même temps un autre robot fait par une entreprise qui faisait la moitié des fonctions que nous, on savait faire. Ça se voyait, les datas montraient que notre système était meilleur. À la fin, les témoignages, c'est « Ah, je préfère celui qui était joli ». Conclusion, je dirais, disons qu'il faut une étape de compréhension quand même des enjeux et des peurs qui sont derrière. Nous, on a quand même aussi appris, et donc c'est un apprentissage aussi, à avoir un bon vocabulaire et ne pas dire la machine, mais dire plutôt la machine que le robot, parce qu'il reste quand même des réminiscences. Vous avez parlé des résiliences. Et donc je dirais, oui, il y a un travail pour que le robot soit plus clair aussi, c'est-à-dire un comportement aberrant va être quelque chose d'inquiétant. Mais je nuancerai un tout petit peu parce que les questions que j'ai eues, c'était des choses type est-ce que je peux le diriger ou est-ce que je peux le contrôler? Il y a quand même des inquiétudes sur le contrôle parce qu'on est en train de toucher sur l'équilibre, de toucher sur des choses où il y a peut-être parce que je fais des choses plus dans l'interaction physique et qu'il y a des enjeux sur la santé. De tomber, tout ça. Voilà. Bon, on peut comprendre ça. Que les choses et on en est au début, il faut qu'on apprenne à vivre avec les robots. Je vous remercie tous les deux, on les applaudit. Et n'oubliez pas d'aller rendre visite à Paro et à Zora.